Donc voilà, bienvenue à ce webinaire de l'AECES dédié à la révision des ESG. Si on ne se connaît pas, moi je m'appelle Eva Jarozeski et je suis la directrice de l'agence. Et l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de partager une information avec vous, une information relative à ce processus de révision assez importante qui nous concerne dans le secteur de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, puisque, vous le savez, les ESG c'est vraiment un document pilier, un outil pilier pour nos activités d'établissement, mais aussi nos activités en tant qu'agence en ce qui nous concerne. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de partager avec vous toute une série d'informations qui vous permettra, le cas échéant, si vous le souhaitez, de participer à la consultation en cours sur la révision des ESG. Alors d'abord, peut-être un petit mot d'introduction plus technique. Vous avez la possibilité de déposer des commentaires, des salutations, des questions, tout ce que vous souhaiterez dans l'onglet Conversation de Teams. Vous avez le bouton sur le ruban du dessus, mais j'imagine que maintenant nous sommes tous et toutes habitués à utiliser ce module. Pour votre information, le chat n'est pas modéré, donc dès que vous déposez votre commentaire, il est public et tout un chacun peut le lire. Si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez les déposer donc dans cet onglet conversation et mon collègue Alexis recueillera toutes les questions qui seront déposées par ce biais et les relayera aux différents moments prévus pour les questions et les commentaires. Mais vous pouvez aussi, si vous le préférez, lever la main au moment prévu pour ces sessions de questions-réponses et nous adresser alors en direct votre commentaire ou votre question en activant bien sûr votre micro et si possible aussi votre caméra, ce qui est toujours plus agréable. Pour votre information aussi, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé via le site internet de l'AECES. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez bien entendu couper votre caméra. Mon collègue Ambroise vous enverra un mail à la suite de ce webinaire pour vous transmettre la présentation PowerPoint, ainsi que toute une série de liens vers les différents outils et les différentes ressources qu'on mentionnera durant cette présentation. Alors, comment va-t-on structurer ce moment d'information? Eh bien, on a prévu de revenir sur 4 éléments principaux pour structurer un peu cette information. La première, et je pense que pour la plupart d'entre vous, ces éléments seront de l'ordre du rappel, mais c'est un peu de rappeler, donc, qu'est-ce que c'est que les ESG et en quoi ça nous impacte en tant qu'établissement ou en tant qu'agence d'évaluation. Ensuite, on vous présentera rapidement en quoi consiste le processus de révision, qui est à la manœuvre, comment il se structure, pour enfin alors arriver sur le concret à comment chacun et chacune d'entre nous peut participer à la consultation en cours sur la nouvelle version des ESG. Après ces 3 premières parties, je vous proposerai de faire une première interruption pour relever un peu vos questions, où vous puissiez échanger déjà une série de commentaires à ce stade. Et puis, je préfère être honnête avec vous, on entamera la 4e partie, qui est la partie un peu plus technique. J'espère que je parviendrai à la rendre assez intéressante pour que vous restiez engagés dans le webinaire, puisque l'idée de cette 4e partie, c'est vraiment de parcourir chacune des 3 parties des ESG et de mettre en évidence les principales évolutions qui sont attendues derrière chacune des ESG. Et la raison pour laquelle je me lance dans cet exercice un peu plus technique, c'est justement dans l'idée de vous outiller un maximum dans l'éventuelle réponse que vous élaboreriez dans le cadre de la consultation. Et puis, on prendra encore un temps alors pour échanger quelques questions, quelques commentaires sur le contenu qu'on aura pu parcourir ensemble. Alors, je vous propose qu'on commence avec un petit rappel sur ce que c'est en fait que ces ESG qu'on évoque si souvent. Vous verrez que dans les slides, par moment, il y a des petits QR codes qui sont présents. C'est pour vous permettre de retrouver facilement les ressources qu'on évoque. Et puis, comme je vous le disais, vous les aurez sous forme de lien dans le mailing de suivi du webinaire.
Eh bien donc, qu'est-ce que c'est que les ESG? Question d'entame, eh bien vous le savez probablement tous et toutes, ce sont les références et les lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. En anglais, on les appelle les European Standards and Guidelines, c'est pour ça que l'acronyme est le plus connu, c'est celui des ESG, mais donc en français, la traduction officielle, c'est références et lignes directrices pour l'assurance qualité. Et c'est un document d'une importance assez capitale qui a été élaboré dans le cadre du processus de Bologne, qui, pour rappel, s'appuie sur 3 engagements clés pour harmoniser l'espace européen de l'enseignement supérieur. Tout d'abord, la structuration des programmes en 3 cycles, hein, on s'en rappelle tous et toutes. C'est le moment où nous avons commencé à utiliser les termes bachelier, master, doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi dans tous les pays qui ont décidé de s'engager dans ce processus de Bologne. Un deuxième pilier important de cette réforme de Bologne, c'est l'assurance qualité. L'assurance qualité qui permet une reconnaissance facilitée des diplômes et des qualifications autour de références communes que les différents pays s'engagent à mettre en œuvre. Et ces références communes, eh bien, c'est justement les ESG dont on va parler aujourd'hui. Et puis le troisième pilier de ce processus de Bologne, c'est la reconnaissance, hein, qui découle un peu de ce que je viens d'évoquer, des qualifications en conformité avec la Convention de Lisbonne. Et donc, on peut vraiment dire que ces ESG constituent en quelque sorte le véhicule commun qui va permettre à 49 pays, hein, aujourd'hui 49 pays signataires de cette réforme de Bologne, eh bien de parler un peu la même langue et de se faire confiance sur foi du fait que nous avons un socle commun en matière de qualité en vertu duquel nous sommes engagés. Alors concrètement, comment ces ESG nous impactent-elles en tant qu'établissement? Vous avez probablement déjà ouvert, manipulé ces ESG, mais vous avez aussi parfois manipulé les référentiels de l'AECES. Donc la question peut être posée de savoir finalement, est-ce que ces ESG nous impactent vraiment en tant qu'établissement dès lors que l'AECES a son propre référentiel? Eh bien, une partie de la réponse à cette question réside dans la structuration même des ESG, qui va montrer, en fonction des différentes parties, à qui ces ESG s'adressent, quelles sont les références qui, contenues dans chacune de ces parties, s'adressent à toute une série de publics. Donc pour rappel, vous le savez pour avoir déjà utilisé ou consulté ce document, les ESG se composent de 3 parties. Mais bien souvent, on a tendance à l'oublier, elle se compose aussi d'une première introduction qui vient poser les grands principes qui sont le socle des différents ESG. Parmi ces grands principes, notamment, figure le fait que les principaux responsables en matière d'assurance qualité, en matière de qualité de l'enseignement supérieur, eh bien, c'est l'établissement, par exemple. Il y a d'autres principes qui visent plutôt la manière dont on va utiliser ces ESG comme un cadre de référence. C'est important parfois de revenir à cette introduction et vous verrez qu'elle a été légèrement retravaillée par les rédacteurs et rédactrices des ESG. Et donc, je vous invite, avant de plonger dans les parties 1, 2 et 3 révisées, de prendre le temps de reparcourir cette introduction parce que justement, les principes qui sont énoncés dans cette introduction sont parfois utiles à se remettre en mémoire. Et puis, bien les 3 parties que l'on connaît. La première partie qui traite de l'assurance qualité interne des établissements, c'est-à-dire concrètement ce à quoi les établissements s'engagent. Et dès lors, ce sur quoi, les évaluations des établissements doivent porter. C'est là quelque part que la connexion se fait vraiment entre les ESG et les référentiels de l'AECES en tant qu'établissement vous manipulez dans le cadre des évaluations sexennales. Donc c'est vraiment là que la traduction s'opère et donc quelque part les ESG impactent directement les établissements, mais à l'échelle locale, chaque agence va prendre en compte ces différentes ESG de la partie 1 au travers d'outils déclinés à l'échelle nationale avec le vocabulaire national et les particularités nationales. Ensuite, on a les parties 2 et les parties 3 qui, elles, vont plus directement concerner le travail des agences d'assurance qualité externe telles que l'AECES. La partie 2, elle traite de l'assurance qualité externe des établissements, c'est-à-dire comment concrètement les agences vont évaluer les établissements, les programmes d'enseignement supérieur. C'est en quelque sorte la méthodologie des évaluations que les agences doivent mettre en œuvre pour se conformer justement à l'ensemble des références comprises dans cette partie 2.
Et enfin, la partie 3, elle va davantage porter sur le fonctionnement des agences. Donc, c'est la manière dont les agences doivent agir selon toute une série de standards de fonctionnement et de professionnalisme. Et ces parties 2 et 3, ce sont justement les critères sur lesquels les agences d'assurance qualité de l'espace européen de l'enseignement supérieur sont évaluées par l'ENCA, l'Association européenne des agences d'assurance qualité, en vue d'être enregistrées sur le registre européen des agences qualité conformes aux ESG. Et donc, vous voyez un peu la manière dont les choses s'emboîtent en partant des établissements, en allant vers la méthodologie des évaluations et la manière dont les agences mettent en œuvre des évaluations externes pour aller jusqu'au fonctionnement alors interne des agences. Et c'est de cette manière donc que les ESG nous impactent en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans les 49 pays qui ont ratifié la réforme de Bologne. Alors on les appelle les références et les lignes directrices, mais en fait, il y a des références et il y a des lignes directrices. C'est important de mesurer la signification de chacun de ces deux niveaux qui figurent dans les ESG. Les références, c'est la première partie qui arrive quand on rentre sous une ESG. C'est quelque part ce qui n'est pas négociable. C'est ce qui doit être pris en compte, c'est ce qui doit être respecté par les établissements et par les agences. Et puis, il y a les lignes directrices, c'est la deuxième partie qui arrive quand on parcourt une ESG. Les lignes directrices, elles viennent plutôt illustrer ce qui se cache derrière la référence. Elles montrent différentes manières d'arriver à mettre en œuvre la référence. Elles montrent un peu des bonnes pratiques, des manières d'y parvenir. Et donc, vous verrez que c'est important de comprendre ces deux niveaux de détail, parce que selon qu'un élément se situe plutôt au niveau d'une ligne directrice ou au niveau d'une référence, eh bien, sa prise en compte est soit incontournable, soit plutôt facultative ou illustrative. Alors, pour terminer ce petit rappel contextuel, vous rappelez que les ESG, eh bien, c'est déjà un peu une histoire qui date, puisque la première fois que les ESG ont été approuvés par les ministres de l'enseignement supérieur européen, c'était en 2005, donc il y a plus de 20 ans, dans le cadre de la conférence interministérielle qui avait eu lieu à Bergen. Et puis, vous le voyez, il y a comme une cyclicité quelque part qui existe depuis lors au niveau des ESG, avec une première révision qui est intervenue 10 ans plus tard, en 2015, avec l'adoption de cette nouvelle version des ESG à Yerevan. On va dire que la grosse évolution au niveau de ces ESG, c'était notamment tout le volet plutôt acquis d'apprentissage qui rentrait vraiment au cœur de la partie 1 des ESG. Et puis pour les agences, toute une série d'exigences plus explicites avec notamment la présence d'experts étudiants qui est renforcée, toute une série de pratiques qui venaient un peu moderniser quelque part la version de 2005 et la mettre plus en phase avec les évolutions du secteur. Et puis, 10 ans plus tard, un peu moins de 10 ans plus tard, 2024, à la conférence ministérielle de Tirana, les ministres alors sollicitent une nouvelle version des ESG, à nouveau pour mettre davantage les ESG en phase avec le secteur de l'enseignement supérieur qui évolue, on le sait, assez rapidement. Et c'est de là que part en fait ce processus de révision, puisqu'en 2024, les ministres mandatent les différents acteurs pour procéder à une révision des ESG et demandent aux rédacteurs que celle-ci soit prête pour la prochaine conférence ministérielle qui se tiendra à Yashi Chisinau en 2027, date à laquelle donc cette nouvelle version des ESG devrait être adoptée. Parallèlement à ça, vous connaissez sans doute aussi l'existence d'un document qui s'appelle l'approche européenne pour l'assurance qualité des programmes conjoints. Donc, ces programmes qui sont organisés en codiplomation et qui disposent quelque part d'un outil ad hoc qui s'inspire grandement des ESG, qui a été adopté pour la première fois en 2015 et qui lui aussi va donc devoir être mis à jour en fonction de la nouvelle version des ESG, puisque les deux documents sont vraiment construits en miroir. Alors, en quoi consiste concrètement le processus de révision des ESG? D'abord, vous indiquez, on va le prendre par le bout, qui va les valider, ces ESG? Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois, c'est un document qui est validé et chacune de ces révisions est validée par les ministres de l'espace européen de l'enseignement supérieur et cela se fait au rythme des conférences ministérielles qui interviennent tous les 2-3 ans depuis déjà la signature de la réforme de Bologne.
Et avant que ce soit validé par les ministres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le groupe en charge du suivi de la réforme de Bologne, donc celui qu'on appelle le Bologna Follow-up Group, va procéder à une première validation. Et là siègent les représentants des pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur et la Commission européenne. Donc on peut parler quelque part un peu d'un processus quand même assez bottom-up, puisque ce n'est pas des documents qui sont élaborés au niveau de la Commission européenne, par exemple pour une mise en œuvre au niveau des différents pays. La souveraineté nationale fait que c'est un processus qui reste très fort embarqué au niveau des pays pour après faire l'objet d'une validation au niveau européen. Et donc, c'est vraiment au niveau des représentants des pays que le processus s'engage avec une signature donc collective par les ministres des différents pays. Mais alors, qui les rédige, me direz-vous? Eh bien, il y a deux instances qui ont été mises sur pied spécifiquement pour la révision des ESG. Une instance qui donne davantage les orientations pour la révision, c'est celui qu'on appelle le Steering Committee, où on retrouve des représentants de l'Association européenne des agences d'assurance qualité, l'ENCA, mais aussi des représentants de l'Association européenne des universités et des établissements d'enseignement supérieur professionnalisants, respectivement EUA et EURACH. Puis on a la Fédération européenne des étudiants, ESSU, et des représentants du registre des agences d'assurance qualité conformes aux ESG. Et par ailleurs, siège aussi dans cette instance la représentation des enseignants de l'enseignement supérieur européen, Education International, et puis une fédération davantage d'employeurs européennes qui s'appelle Business Europe. Et donc, ces différentes organisations ont mandaté des membres qui siègent dans ce steering committee, qui a vraiment pour mission de coordonner de manière plus générale, plutôt macro, tout ce processus de révision et de donner des orientations, de trancher quand il y a des sujets qui arrivent sur sa table pour aller dans un sens ou dans un autre en termes de révision. Et puis là, il y a une instance plus technique qui s'appelle le Drafting Group, dans lequel siègent ce qu'on appelle un peu communément les représentants des 4 E, donc les agences qualité, les établissements universitaires et professionnalisants et les étudiants. Et eux sont vraiment alors à la plume. Ils rédigent, ils identifient les différents points à discuter et ils font évoluer les versions au fur et à mesure du travail de consultation. Alors, quel est le mandat de ces instances finalement, hein, puisque c'est des instances qui représentent un secteur très large. Quel a été leur mandat pour rédiger et donner des impulsions en termes d'orientation pour cette révision? Eh bien, ce mandat, il a été défini de manière assez collective pendant un projet préparatoire dont vous avez probablement entendu parler au cours des dernières années. C'est le projet qui s'appelait QA Fit pour Quality Assurance Fit for the Future. C'est un projet qui a couru entre 2022 et 2024, donc qui s'est clôturé juste avant la conférence ministérielle de Tirana, au cours de laquelle les ministres ont officiellement donné mandat pour réviser les ESG. Et ce projet, en fait, c'était un projet qui consistait à lancer une consultation massive du secteur de l'enseignement supérieur pour identifier leurs besoins justement en matière d'évolution des ESG et identifier les tendances qui avaient émergé au cours des dernières années et qu'il fallait intégrer dans la nouvelle version des ESG. Et donc, vous voyez vous pourrez consulter l'ensemble des ressources disponibles sur ce projet au travers du QR code qui figure sur la slide. Mais ce projet s'est clôturé par une publication qui identifie un peu les 5 messages clés à adresser au travers de la révision des ESG. Un des premiers messages clés, c'était d'abord de reconnaître que quelque part, les ESG, ça a plutôt été un outil qui a fonctionné depuis son adoption. On a pu voir que depuis 2005, avec l'adoption des ESG, il y a toute une série d'harmonisations positives qui se sont mises en place au niveau des différents pays et que la pertinence et la validité des ESG au cours du temps, et certainement encore au niveau de sa dernière version, reste malgré tout à reconnaître. Et donc, cela justifiait notamment de partir sur un premier principe qui était de ne pas repartir d'une page blanche, mais plutôt d'ajuster partout où cela s'avérait nécessaire et pertinent, mais de ne pas opérer une révolution au niveau de cette révision de 2027.
Toutefois, on reconnaissait au travers de ce projet la nécessaire maximisation, quelque part, de l'impact des ESG dans le contexte actuel de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il y a toute une série de dispositifs autres que les ESG qui existent, dans le cadre de la réforme de Bologne notamment, et l'idée était de pouvoir continuer à garder des ESG intimement connectés à l'ensemble des outils et à la réalité actuelle du secteur de l'enseignement supérieur. Il y avait aussi une volonté affirmée de ne pas davantage cadrer, mais bien de garder au cœur des ESG un principe important qui figure dès l'adoption de ces ESG en 2005, celle de ne pas brimer la diversité des contextes et des cultures dans l'enseignement supérieur. Et donc, c'est vraiment toute la différence entre harmoniser un espace européen d'enseignement supérieur et le standardiser. Ici, clairement, la volonté n'est pas d'aller vers de la standardisation, mais de reconnaître cette diversité. Le terme a même été célébré, la diversité des contextes, et ne certainement pas davantage cadenassé dans cette version 2027. Il y a eu un grand débat de savoir si les ESG devaient rester centrés sur la mission apprentissage et enseignement ou s'étendre sur les autres missions des établissements d'enseignement supérieur. Le message clé qui est ressorti de cette grande consultation, c'était de rester centré sur la mission apprentissage et enseignement supérieur, mais de davantage se référer aux liens que cette mission apprentissage et enseignement doit avoir avec les autres missions d'enseignement supérieur. Donc, on reste centré sur la mission enseignement, mais en reconnaissant les liens que cette mission a avec les autres missions, recherche et service à la collectivité. Et enfin, alors on a repéré aussi, ils ont repéré au travers de cette consultation toute une série de thèmes et de priorités plus sociétales importantes aux yeux des acteurs. Et le message général formulé aux rédacteurs des ESG était de dire on doit intégrer certainement des évolutions sociétales ou en lien avec l'enseignement supérieur, mais il faut veiller à trouver le bon équilibre entre l'intégration de ces enjeux actuels et veiller à ce que les ESG restent pertinents relativement à long terme, hein, puisqu'on a vu, il y a une cyclicité quand même de 10-12 ans hein, qui opère entre plusieurs révisions. Et donc, on doit être en capacité aujourd'hui de produire un texte qui restera encore pertinent à l'horizon de la fin des années 2030. Donc, c'est malgré tout un enjeu de taille. Concrètement, quel va être le calendrier de la révision? Donc, on a démarré le processus de révision au lendemain de la conférence ministérielle de Tirana, avec ces deux instances qui se sont mises sur pied, le Steering Committee, le Drafting Group, qui ont commencé à travailler sur la base des résultats du projet QEFIT et des différents inputs de leurs membres. Et puis maintenant, nous avons officiellement donc un draft, donc un brouillon de version 2027 des ESG qui a été rendu public à la mi-novembre dernier, donc c'est assez récent encore, et qui est ouvert à la consultation publique jusqu'au 9 janvier 2025, donc encore pour un bon mois. En parallèle, ces instances vont être chargées de commencer à travailler à la révision de l'approche européenne, donc ce document qui porte sur les codiplomations internationales et qui s'inspire grandement des ESG. Donc l'idée, c'est de faire évoluer les deux documents en parallèle. Et comme je vous le disais, une première approbation de ces documents par le Bologna Follow-up Group, approbation qui est prévue à l'automne 2026, et enfin une approbation officielle par les ministres de l'espace européen de l'enseignement supérieur en mai 2027. Alors très concrètement, comment vous pouvez participer à cette consultation? Alors d'abord, vous précisez que toute personne peut participer à cette consultation et ou tout organisme ou tout établissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, que votre établissement soit affilié à l'EUA ou à EURACH pour pouvoir vous prononcer. Tout un chacun peut se prononcer, et ceci soit en son nom individuel, soit au nom de l'établissement ou de l'organisme qu'il représente. Donc c'est vraiment une consultation publique dans son sens le plus maximaliste. Tout un chacun peut donc participer à cette consultation. Vous pouvez le faire jusqu'au 9 janvier 2026, je l'ai déjà indiqué, et la consultation, concrètement, elle prend la forme d'une enquête en ligne. Vous pouvez y accéder via le QR code qui se situe à la gauche de la slide, et vous pouvez soit commenter
chacune des ESG dans le détail, ou bien formuler des commentaires plus globaux. Si vous décidez par exemple de commenter chaque ESG, vous ne devez pas commenter chacune des ESG. Vous pouvez en commenter 2, 3. Vous pouvez vraiment calibrer en fait votre retour en fonction de la nature des commentaires que vous souhaitez formuler. Alors, l'ensemble des outils sont disponibles en anglais, ils n'ont pas été traduits dans le cadre de la consultation. Et vous avez concrètement 3 outils à votre disposition. Tout d'abord, un document qui vous présente la révision dans son intégralité. Avec, vous verrez, les changements qui sont situés de manière très visible par rapport à la version de 2015. Vous avez également une note exploratoire qui reprend dans le détail chacune des modifications qui ont été opérées. Et cette note exploratoire, c'est un peu ce que je vais essayer de vous résumer dans la 4e partie qui suivra d'ici quelques instants. Et puis, vous avez alors le lien vers l'enquête en ligne, mais aussi un PDF avec toutes les questions de l'enquête en ligne, ce qui vous permet de consulter l'ensemble des questions avant de vous lancer dans sa complétion. Voilà, donc concrètement, et donc je vous ai prévenu, hein, j'assume un peu, ça va être un peu technique, mais bon, c'est l'objet de la consultation, hein, c'est de pouvoir se prononcer sur chacune des révisions, et donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer, dans la mesure du possible, de vous faciliter la prise de connaissance des documents, et déjà, ne fût-ce que de traduire en français les notions que ça recouvre, et vous aider alors à situer les modifications qui vous semblent les plus importantes, sur lesquelles vous souhaitez vous prononcer dans la consultation. Donc, eh bien, on va commencer par la partie 1, hein, donc la partie 1 qui concerne les engagements des établissements en matière d'assurance qualité de leur mission apprentissage et enseignement. Je reprends dans la colonne de gauche donc les ESG actuels pour vous présenter en colonne de droite les principales évolutions qui interviennent pour chacune de ces ESG. Pour l'ESG 1 point, donc qui traite de la politique institutionnelle en matière d'assurance qualité, il est rappelé, ou il est davantage souligné en tout cas, que cette politique qualité, si elle se centre en effet sur la mission enseignement et apprentissage, elle doit néanmoins refléter les liens qui existent entre cette mission enseignement et les autres missions de l'établissement. Et elle doit être élaborée en impliquant étroitement les étudiants et les différentes parties prenantes de l'enseignement. Il est ici fait référence, ça fait un peu écho à la question qu'on vient d'avoir, il est fait explicitement référence au niveau de la ligne directrice. Vous voyez, quand je mets LD entre parenthèses dans la slide, c'est pour indiquer que c'est dans la ligne directrice. Il est fait écho alors à la dimension sociale de l'enseignement supérieur dans toute son acception et aux valeurs fondamentales de l'enseignement supérieur en Europe. Donc là, l'idée vraiment, et vous le verrez, hein, c'est un fil rouge un peu de cette révision, c'est apporter davantage d'explicitation sur certaines attentes, renforcer l'implication des parties prenantes, vous verrez que c'est le cas dans différentes ESG, et se référer au contexte évolutif et aux éléments qui traversent l'enseignement supérieur actuel. Au niveau de cette ESG qui traite de la manière dont on élabore et dont on approuve les nouveaux programmes, ici, il y a eu une évolution qui est peut-être un peu cosmétique, mais qui va nous forcer à nous habituer à une nouvelle numérotation d'ESG, puisque cette ESG sur l'élaboration des programmes, elle devrait être fusionnée avec une autre ESG, l'ESG 1.9, qui traite plutôt de l'évaluation et du monitoring des programmes. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler en un seul et même endroit tout le cycle de vie d'un programme, depuis sa conception jusqu'à son évaluation, à son réajustement, à sa réapprobation, donc de le voir plutôt de manière continue que de le voir en scindant l'élaboration et l'évaluation des programmes. Quelques explicitations ici sont également opérées, notamment le fait d'indiquer dans la référence que les programmes doivent être pertinents, donc tenir compte des métiers ou des activités auxquelles ils doivent mener, ou de la reprise d'études à laquelle ils doivent mener. Et là aussi, un accent davantage est mis sur l'implication des étudiants, des étudiantes et des parties prenantes dans l'élaboration des programmes, et on met également davantage encore l'accent sur la manière dont les programmes doivent adresser les acquis d'apprentissage visés. Donc ici, je me répète un peu, une fusion
plutôt cosmétique, mais qui vise à montrer que il y a un cycle PDCA à l'œuvre au niveau des programmes d'enseignement et quelques explicitations sur le caractère pertinent et l'implication des parties prenantes dans l'élaboration des programmes. L'ESG 1.3, qui est un peu l'ESG plus pédagogique, on va dire, hein, de la partie 1, qui traite vraiment de l'apprentissage et de l'évaluation centrée sur l'étudiant. Là, il est apparu au rédacteur que cette ESG, dans la version de 2015, sert plutôt à expliquer ce qu'est un apprentissage ou une évaluation centrée sur l'étudiant, plutôt que d'expliquer le rôle de l'assurance qualité en matière d'apprentissage et d'évaluation centrée sur l'étudiant. Et donc là, il y a vraiment eu plutôt un rephrasé de l'ESG pour davantage mettre l'accent alors sur le rôle de l'assurance qualité quand on parle de pédagogie. Alors, l'ESG 1.4, qui traite plutôt du continuum hein, dans le parcours étudiant, depuis son admission dans un programme jusqu'à sa diplomation, n'a pas fait l'objet de grandes modifications, si ce n'est qu'au niveau de la ligne directrice, il est désormais mentionné le supplément en diplôme, qui est un outil aussi de la réforme de Bologne, mais qui était complètement absent des ESG de 2015. Alors, l'ESG 1.5, là, quelque part, il a fait l'objet d'une remise au goût du jour. Je sais que c'est un point qui a longtemps questionné beaucoup de monde, déjà rien que nous à l'agence, mais je sais aussi au niveau des établissements et des experts de l'AECES qui ont eu à utiliser cette partie 1 des ESG pour les premières évaluations institutionnelles que l'agence a mis en place. L'ESG 1.5, il se concentrait vraiment sur le personnel enseignant au sens strict, c'est-à-dire les personnes dans les classes, hein, concrètement. Et donc l'idée ici, c'était un peu de décloisonner l'acception du personnel pour ouvrir cette catégorie à tous les personnels qui sont d'une manière ou d'une autre engagés dans la mise en œuvre de la mission enseignement et apprentissage. On sait qu'aujourd'hui, les fonctions ont beaucoup évolué, que ce soit d'ailleurs les fonctions enseignantes ou les fonctions encadrantes au sens large. Et donc l'idée maintenant, c'est que cette ESG, elle soit plus englobante et qu'elle intègre aussi, par exemple, ces fonctions d'aide à l'accompagnement, de la construction des parcours, de soutien en termes de remédiation, d'aide à la réussite. Donc on ouvre vraiment la catégorie de personnel envisagée par cette ESG. Au niveau de l'ESG qui traite plutôt des ressources, donc l'ESG 1.6, là aussi, c'est un peu plus une remise au goût du jour. L'idée, c'est de déjà transformer l'intitulé de cette ESG, qui devrait désormais s'appeler plutôt environnement d'apprentissage. Et là, on sent bien hein, que la période Covid a laissé des traces. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à nouveau la conception de ce qu'on entend par ressources. Et donc, les ressources, c'est les ressources pour l'apprentissage, les bibliothèques, les locaux, etc., mais aussi l'accessibilité à ces ressources et puis toute l'infrastructure en ligne, par exemple, dans le cas de cours, de programmes offerts soit en blended learning, soit en e-learning total. Donc là aussi, une ouverture de la conception du terme ressources et un accent mis sur l'accessibilité et l'inclusivité de l'accès à ces ressources. Le SG 1.7 sur la gestion de l'information, là, très peu de modifications. Quelques éléments dans les lignes directrices ont été supprimés. Et puis, il y a un ajout qui a été inséré, qui est celle de mentionner en bonne pratique, hein, puisque je vous rappelle, les lignes directrices, c'est plutôt de l'ordre des bonnes pratiques, de collecter des données sur la satisfaction étudiante vis-à-vis de l'offre d'enseignement et d'apprentissage. Le SG 1.8 sur l'information externe, donc l'information publique, là, il n'y a pas de modification substantielle qui a été opérée. Au niveau du 1.9, je l'ai déjà mentionné, il a été fusionné avec le 1.2. Et enfin, au niveau du 1.10, donc tout ce qui concerne les processus périodiques d'assurance qualité externe, ici, il n'y a pas de modification substantielle non plus qui serait intervenue. Donc, ça clôture la partie 1. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en réponse à la question de Julie, vous voyez qu'on est vraiment plutôt dans l'ajustement. Hein. On n'a pas complètement rebattu les cartes. Il y a eu des petits transferts, parfois de références à ligne directrice, des modifications de termes, des fusions, des acceptions plus larges de certains concepts, mais pas de réécriture fondamentale de cette première partie.
J'en viens à la partie 2. Donc là, vous vous rappelez, c'est la manière dont les agences doivent mettre en œuvre les évaluations qu'elles organisent au niveau des établissements ou des programmes, selon les contextes nationaux. Euh, l'ESG 2.1, c'est celui qui engage les agences, quelque part, à couvrir la partie 1 dans leur référentiel et à mettre au cœur de leur évaluation l'assurance qualité interne des établissements. Donc c'est vraiment ça, le périmètre, quelque part, principal d'une évaluation externe. Là, il y a quelques clarifications qui sont proposées. On rappelle que le focus au niveau des ESG qui est attendu, c'est vraiment la mission enseignement-apprentissage. Et il y a une mention qui est faite ici de la prise en compte du niveau des cadres des certifications dans l'évaluation externe. Au niveau de l'ESG 2.2, donc dans la manière dont les agences conçoivent leur méthodologie d'évaluation, là, on rappelle la nécessaire implication des parties prenantes et on réaffirme le double objectif de l'assurance qualité externe. Alors, quand je parle du double objectif de l'assurance qualité externe, vous le savez, par principe, l'assurance qualité, elle poursuit deux objectifs. D'une part, celle de rendre compte de ce qui se fait en matière d'assurance qualité, et puis d'autre part, d'œuvrer à l'amélioration de ce qui se fait. Donc le double objectif, c'est celui-là. Transparence, reddition des comptes, en anglais on parle d'accountability, et soutien à l'amélioration, qu'en anglais on va traduire par enhancement. C'est les termes que vous retrouverez dans la nouvelle version 2027. Et donc ici, clairement, l'objectif, et je dirais même une caractéristique qu'on va retrouver à plusieurs endroits de cette révision, c'est de réaffirmer que l'assurance qualité, ça ne peut pas se limiter à un exercice de reddition de compte ou de mise en conformité. C'est un exercice qui doit aussi mettre au cœur de ses objectifs et donc de ses processus l'idée d'être utile et de contribuer à l'amélioration. Vous savez que c'est évidemment un objectif qui est cher à l'AECES puisque nous sommes engagés, nous, dans une démarche formative qui met au cœur des évaluations justement la formulation de recommandations visant à contribuer à l'amélioration. Alors, une fois que les méthodologies sont conçues, ben, il s'agit de les mettre en œuvre. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre les méthodologies? C'est dans cette ESG notamment qu'il est prévu que ben, toute évaluation s'appuie d'abord sur une auto-évaluation, puis sur une visite, sur la rédaction d'un rapport et sur un suivi. Là, il n'y a pas non plus d'évolution importante à souligner puisque ces différentes étapes restent explicitement citées dans la référence, donc restent obligatoires pour les agences. Ce qui constitue un ajout, c'est de veiller à ce qu'il y ait un alignement entre les objectifs de ces différentes méthodologies, la manière dont on les traduit en processus en tant qu'agence et leur mise en œuvre. Donc, une nécessaire cohérence, quelque part, entre objectifs, processus et méthodologie. Des lignes directrices sont remontées en référence, donc avec un niveau de contrainte plus affirmé, le fait que les visites doivent se tenir en présentiel, sauf exception. Donc, évidemment, la pandémie de Covid, là aussi, a laissé des traces. L'idée, c'était d'affirmer que si des agences ont décidé de prendre le pli de faire des visites en distanciel, pardon, parce que sais-je, ce serait plus confortable ou moins coûteux, ce n'est pas finalement une option. Une visite, en principe, c'est en présentiel, sauf exception dûment justifiée. Et puis, des rapports, ça c'était une des étapes, hein, je vous l'ai dit, c'était la troisième étape énoncée dans cette ESG 2.3. Là, ces rapports figuraient déjà dans la référence, mais dans la ligne directrice seulement, on indiquait qu'ils devaient être rédigés par les experts. Cet élément a été déplacé dans la référence, donc là aussi pour réaffirmer le rôle central des experts indépendants dans la production des différents rapports. Alors, toujours en lien avec justement l'intervention des experts, pas de modification substantielle au niveau de l'ESG 2.4. Il est ajouté quelques termes qui indiquent que les experts doivent être, ça peut couler de source, mais ça va mieux quand c'est explicite, doivent être compétents et indépendants. Et là aussi, c'est un élément qui se trouvait de manière peut-être moins explicite dans la ligne directrice et qui maintenant va être intégré dans la référence. Le SG 2.5 qui parle de la manière dont les critères sont utilisés pour mener à des résultats.
des résultats en matière d'évaluation, s'entend. Ici, il y a une petite reformulation du critère qui s'appelle désormais processus et critères déterminant les résultats. Et là aussi, c'est cette idée de dire, mais il faut qu'il y ait un alignement cohérent entre les objectifs d'une évaluation, la méthodologie qui est mise en œuvre, les critères qui sont appliqués et l'éventuel résultat sur lequel ça débouche. Euh, Ce qui est ajouté aussi dans cette ESG, c'est le fait qu'il faut être clair au niveau des agences sur la manière dont les résultats d'une évaluation sont pris en compte au niveau d'un État ou d'une région. Et cela est introduit ici en raison, et j'y viendrai un peu plus tard, de la disparition d'une ESG au niveau de la partie 3, celle qui s'appelle le statut officiel des agences. Et le fait qu'on ait supprimé, en tout cas il soit proposé de supprimer cette référence au niveau de la partie 3, a induit de repréciser ici dans la partie 2 qu'il fallait être absolument clair sur la manière dont les évaluations ont des conséquences à l'échelle d'un pays ou d'un secteur. Les deux dernières ESG de la partie 2, donc celle qui touche au rapport d'une part et celle qui touche aux plaintes et recours d'autre part. Pour les rapports, alors il y a quelques agences en Europe qui avaient des pratiques qui pouvaient questionner par rapport à l'esprit des ESG. Donc là, c'est une explicitation qui a été opérée au niveau de l'ESG 2.6 qui indique que ce qui doit être publié par les agences, c'est non seulement les rapports, mais aussi toutes les décisions qui seraient prises sur la base de ces rapports. Donc il y a plus d'explicitation ici sur ce qui doit être fait. Et par ailleurs, il est indiqué que les rapports doivent être utiles pour les établissements, notamment en incluant toute une série de recommandations. Il y a certaines agences qui peut-être étaient davantage dans le registre de la conformité, hein, en indiquant ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, mais qui ne débouchaient pas forcément sur la formulation de recommandations visant à l'amélioration. Donc ça, c'est un élément qui a été ajouté. Et puis là aussi, ça peut couler de source, mais à nouveau, ça vaut mieux quand c'est dit. Les rapports doivent être accessibles sur le plan numérique. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont consultables dans le bureau de l'agence pour prétendre qu'ils soient publics. Enfin, le SG 2.7 sur les plaintes et les recours. Donc là, il y a une distinction plus claire qui est opérée dans cette ESG sur la différence entre plainte et recours et le fait d'assumer le fait qu'il faut que les agences offrent les deux, même quand les évaluations ne mènent pas à une prise de décision. Toute évaluation doit pouvoir donner lieu auprès des établissements à la possible introduction d'une plainte sur le processus, sur la manière dont le processus a été mis en œuvre, mais aussi un recours, par exemple sur le rapport qui aurait été établi par le comité d'experts. Et vous verrez, si vous prenez le temps de découvrir le nouveau modèle que promeut l'agence pour le moment et qui a fait l'objet d'un avant-projet de décret, que justement l'agence va modifier à cet égard ses pratiques et prévoit désormais qu'une voie de recours puisse être offerte aux établissements sur la base du rapport qu'un comité d'experts publierait. Attends, il y a quelqu'un qui... Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas à lever la main et on prendra les commentaires ou les questions. Donc, pour le moment, comme je le disais, la voie est ouverte pour instruire les recours sur les évaluations AECAS. Pour le moment, ce que l'avant-projet de décret prévoit, c'est que cette voie puisse exister et ça fera l'objet d'un arrêté du gouvernement par la suite pour instituer la procédure de recours et composer une commission de recours pour toute évaluation. Voilà pour la partie 2, et donc j'en arrive à la partie 3. Pour rappel, la partie 3, c'est vraiment l'assurance qualité des agences, donc le fonctionnement des agences et les exigences qui s'adressent aux agences dans leur mode de fonctionnement et dans leur activité professionnelle. Donc le 3.1, c'est la politique qualité des agences elles-mêmes. Et donc là, l'implication significative des parties prenantes est rappelée, y compris des étudiants, dans la gouvernance des agences. Donc, c'est une manière de rendre incontournable notamment la présence des étudiants dans les organes de gouvernance des agences. Pour le moment, il y avait encore un peu une marge puisque des éléments étaient présents en ligne directrice, mais la référence n'exigeait pas explicitement la présence des étudiants dans la gouvernance des agences. Dans la proposition de révision, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une évolution et d'un renforcement.
Je l'évoquais, l'ESG 3.2, il est proposé qu'il soit supprimé. Donc, c'est le statut officiel des agences. Et ça, je pense que ça répond en fait au fait qu'il y a des agences qui ne sont pas des agences nationales. La plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de l'existence d'autres agences, par exemple sectorielles, pour les vétérinaires, pour la musique, pour les ingénieurs, pour le business. Enfin, donc, il y a toute une série d'agences qui n'ont pas forcément un statut officiel en termes de reconnaissance légale ou un texte de type décret à faire valoir pour prouver leur existence. Et pour autant, l'idée était ici de ne pas justement pénaliser ces agences qui parfois ont bien du mal à montrer leur conformité à cette ESG. Et donc l'idée, c'est de dire, ben, quelque part, l'existence officielle de l'organe, c'est plutôt un prérequis au fait qu'il existe et qu'il puisse faire l'objet d'une évaluation par les ESG. Ce qui est plus important, c'est de voir dans quelle mesure les activités de l'agence et les évaluations qu'elle mène ont un impact, sont reconnus de manière officielle, et c'est comme ça que l'option d'aller modifier un peu le SG 2.5 sur les critères et les processus d'évaluation est arrivée. Alors là aussi, du coup, il y aura une renumérotation à laquelle il faudra quelque part s'habituer. Le SG 3.3 qui dès lors deviendra le SG 3.2, hein, vous verrez qu'il y a ce jeu un peu de domino qui va devoir intervenir. Le ESG 3.3 actuel, elle porte sur l'indépendance des agences. Et dans cette ESG, ce qui est prévu actuellement, c'est qu'en fait, il est indiqué dans la référence que les agences doivent agir de manière indépendante de toute tierce partie. Et c'est seulement en ligne directrice qu'on va un peu plus décliner comment concrètement la démonstration de cette indépendance doit intervenir, que ce soit au niveau de sa gouvernance, au niveau de son fonctionnement quotidien ou au niveau de la manière dont elle mène ses évaluations. Bien, ces différentes dimensions de l'indépendance, désormais, sont intégrées dans la référence et donc constituent un socle peut-être plus robuste au moment d'évaluer les agences, dès lors que c'est dans cette référence. Dans les faits, toutes les évaluations d'agences, de toute façon, couvraient ces trois dimensions d'indépendance, même si elles étaient mentionnées en ligne directrice. Donc là, c'est un peu une manière de s'adapter à la pratique concrète de l'utilisation de cette ESG. Le SG 3.4, c'est celui qui, dans la version de 2015, s'appelle analyse thématique. L'idée ici, c'est un peu à nouveau de venir décloisonner l'acception de cette ESG. Elle devrait être renommée en activité pour l'amélioration. Et je pense que là aussi, c'est encore un témoin du fait que on assume et on réaffirme le fait que les agences d'assurance qualité doivent œuvrer à l'amélioration et pas uniquement à mesurer la conformité des établissements et des programmes. Et donc là, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, il y a plein de manières d'œuvrer à l'amélioration, que ce soit en organisant des séances d'échange, des formations, des journées d'études, en publiant des analyses thématiques ou d'autres types de documents plus réflexifs, quelque part de contribuer en fait à la réflexivité sur l'enseignement supérieur. Et c'est un peu l'objectif en décloisonnant cette ESG, d'ouvrir quelque part le champ des actions qui peuvent être prises en considération pour mesurer la manière dont une agence offre des activités qui visent cette amélioration. Et donc, quelque part, l'analyse thématique devient une voie possible, mais n'est plus la seule possible pour montrer sa conformité à cette ESG. L'ESG 3.5, qui touche aux ressources des agences, a connu une petite évolution qui met davantage l'accent sur les ressources humaines et sur le développement professionnel des personnels des agences. Et là, il y a aussi l'idée de pérennité, enfin de soutenabilité, d'ancrage à long terme, de projection de ressources à long terme au niveau des agences. Le 3.6 qui touche au système qualité interne des agences et à la manière dont les agences agissent de façon professionnelle devrait faire l'objet d'une scission. Donc là, l'idée est de diviser cette ESG en deux ESG en les concentrant davantage. Alors d'une part sur l'assurance qualité interne et d'autre part sur l'attitude professionnelle.
Là, l'idée, c'est vraiment qu'en termes de système qualité interne, les agences devront démontrer qu'elles ont une politique d'assurance qualité et qu'elles la mettent en œuvre. Et puis, quand on parle plutôt d'attitude professionnelle, l'idée ici, c'était vraiment d'aussi montrer qu'il y a l'attitude professionnelle que les agences mettent en œuvre, dont les agences peuvent faire la démonstration, et ce qu'elles opèrent à la maison, dans leur région, dans leur pays ou à l'étranger, puisque on a pu voir aussi ces dernières années que les agences ont multiplié et parfois de manière assez impressionnante leurs activités en dehors de leurs frontières nationales. Et donc, ben, l'idée ici, c'était de montrer que l'exigence de rigueur professionnelle ne s'applique pas qu'à la maison, mais aussi partout où une agence est amenée à intervenir. Et enfin, dernière ESG, j'espère que vous êtes encore là. Dernière ESG sur l'évaluation externe périodique des agences. Donc ça, c'est la façon dont les agences sont évaluées de manière externe tous les 5 ans. Il n'y a pas eu de modification non plus substantielle. À un moment, il était question de modifier la cyclicité des évaluations externes, mais finalement, ça n'a pas été retenu dans la version révisée, soumise à consultation. Par contre, ce qui a été modifié sous cette ESG, c'est le fait d'exiger, là aussi, je pense que ça coule de source, mais il fallait que ça soit plus explicite que pour pouvoir être pris en considération dans une évaluation externe d'agence, la nécessité pour les agences d'évoluer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une agence était conforme aux ESG à un moment donné qu'elle peut décider de ne plus rien évoluer, de ne plus rien modifier, de ne plus s'améliorer pendant les 5 ans qui suivent et de partir du principe que si c'était bon il y a 5 ans, c'est encore bon 5 ans plus tard. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer que les agences s'engagent dans une dynamique d'amélioration continue aussi et peuvent en faire la démonstration d'une évaluation à l'autre. Donc voilà pour cette dernière partie, la partie 3 des ESG. Je vais juste vous partager quelques éléments de synthèse et de réflexion peut-être un poil plus personnel, parce que là c'est juste ma lecture à moi de la révision, et puis on repassera alors la parole aux participants et participantes pour commenter ou questionner ce qui vient d'être présenté. Donc en synthèse, moi vraiment ce qui m'apparaît, c'est que, mais c'était dans le mandat, hein, les rédacteurs et rédactrices des ESG ne pouvaient pas quelque part s'asseoir sur la pertinence actuelle des ESG et repartir d'une page blanche. Le mandat était de reconnaître justement la pertinence et la validité des ESG actuels. On sent clairement qu'ici on est dans un exercice de continuité, hein, il n'y a pas eu de rebattage complet des cartes. Euh, en un sens, c'est la formule qui est souvent utilisée hein, par les instances européennes qui défendent cette révision. On ne voit pas une révolution, mais bien une évolution dans la continuité de la version de 2015. Moi, je ressens aussi à la lecture de la nouvelle version cette réaffirmation de l'objectif d'amélioration qui se cache derrière toute procédure d'assurance qualité. Et je me réjouis de vraiment que ce caractère soit réaffirmé dans la version des ESG pour donner du sens à ces procédures et faire en sorte qu'elles soient utiles à tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Vous l'avez sans doute vu aussi, il y a plusieurs endroits où l'implication des parties prenantes est plus explicitement rappelée. Et on sent là aussi que bah, c'est aussi une manière d'introduire dans les ESG des pratiques de gouvernance plus ouvertes, plus partagées. Et on le sent en particulier au niveau des étudiants. Alors on sait que c'est un discours fortement porté par l'Association européenne des étudiants. Et je pense que vraiment le fait de mettre dans l'ESG 3.1, le fait que les étudiants doivent être autour de la table des organes de gouvernance des agences, mais c'est un pas en avant aux yeux de la Fédération des étudiants européens et ça montre le besoin d'implication des étudiants. Et puis, ben, on le voit, alors c'est peut-être encore un peu timide, c'est vrai, peut-être que, il aurait été bon d'aller un peu plus loin en la matière, je vous laisse en juger. On sent qu'il y a par endroit, en effet, l'intégration d'éléments qui sont issus du contexte. On a évoqué la dimension sociale, les valeurs fondamentales de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui sont davantage rappelées. Aussi le fait de décloisonner l'acception de certains concepts, hein, qu'est-ce que c'est qu'une activité qui œuvre à l'amélioration? Qu'est-ce qu'on entend par personnalité
enseignant. Enfin, tout ça, pour moi, est aussi à la faveur d'une compréhension plus actuelle, finalement, des réalités de l'enseignement supérieur. Et donc, à ces différents égards, moi, je trouve que cette nouvelle version, pour ce qui concerne l'agence, en tout cas, est de nature à nous mettre en confiance, finalement, vis-à-vis de ce qu'on fait déjà et va nous permettre, je l'espère, bah, de continuer à œuvrer comme nous, on estime que l'assurance qualité externe doit être mise en place.